Hey, c'est tous, c'est Idor. Aujourd'hui on se retrouve pour la review d'un des Earthrise que je voulais le plus, Double Dealer. Le personnage est originellement un Power Master assez particulier. Les Power Masters, dans la grande majorité, sont des Transformers dont la transformation en robot s'effectue par l'ajout d'un petit personnage, le Power Master, en mode moteur sur le véhicule. Cet ajout débloque un mécanisme qui empêchait la transformation. Pour Optimus par exemple, ce sont les jambes qui se débloquent grâce à IQ. Excusez l'absence de Power Master sur cet exemple, je n'ai pas IQ G1. Eh bien Double Dealer est, comme Overlord, un double Power Master. Mais là où Overlord utilisait Mega et Giga pour débloquer les transformations des deux véhicules qui le composent, Double Dealer n'utilise qu'un seul Power Master à la fois, pour débloquer l'un de ses modes robots. Et Double Dealer est l'un des premiers personnages avec Punch à changer de faction grâce à deux modes robots distincts. Son mode Autobot, débloqué par Nock, est un robot normal, et son mode Decepticon est débloqué grâce à Scar, et est un mode vautour, qui n'est pas sans rappeler les personnages animalistiques Decepticons. Mais contrairement à Punch, un Autobot qui se transforme en Counter Punch pour espionner les Decepticons, Double Dealer n'appartient à aucun des deux camps. C'est un mercenaire qui change de faction selon le montant de sa récompense. Cependant, il est souvent utilisé comme Triple Changer plutôt que comme mercenaire ayant un mode distinct par faction. C'est un peu dommage, et on en reparlera en regardant le jouet. Et avant le jouet, la boîte. C'est une boîte de Leader Class Earthrise en format impressionnant pour une figurine assez grande. Sur le côté, nous avons un très joli dessin, comme d'habitude, il a juste l'air un peu violent pour un Autobot. L'autre côté représente le poster habituel Earthrise, avec l'arche s'écrasant sur une Europe que les Américains ne semblent pas connaître, d'après les discussions sur un forum anglophone. Et à l'arrière, on a les trois modes. Notez que le dessin sur le côté a des symboles Autobot sur les épaules, puisque c'est son mode Autobot, mais le reste de la boîte le vend comme des Decepticons, que ce soit sous le nom, sur la face avant de la boîte, sur le dessus de la boîte, et à côté du nom à l'arrière. Pour ceux qui ne connaissent pas le personnage, ça doit être particulièrement intriguant. Je tiens à dire avant cette review que je n'ai pas encore regardé la série Earthrise. En effet, je tourne cette review le 29 décembre et elle sort demain. Mais passons à la figurine. On a ici son mode véhicule, un véhicule militaire de transport de missiles, majoritairement d'un vert foncé très à propos. Ce mode est très réaliste comme ça, je trouve. On retrouve sur ce mode le missile aussi long que le véhicule en lui-même. C'est un accessoire tenu par deux courts pegs 5 mm à une petite plateforme qui peut s'incliner pour lui donner un meilleur angle de lancement. L'arrière du missile comporte un trou 5 mm qui permet de lui donner des effets de tir, ce qui peut être très utile. Pour le reste du mode alternatif, on retrouve les bras sur les côtés du missile, un point qui peut être un peu gênant à cause des mains pleinement visibles. On a également une énorme plaque bleu clair dont je reparlerai plus pour la transformation. Cette plaque, qui forme le torse du mode Autobot, était amovible sur le jouet G1 et ne figurait pas sur le mode véhicule, un détail qui a bien fait de ne pas avoir été inclus. Je préfère un énorme bloc d'une couleur criarde, qui peut passer pour un capot pour le moteur, à un tel type de parts forming. Enfin, à l'avant, on a la cabine d'un seul côté du véhicule, qui n'est pas sans rappeler Hook G1 d'ailleurs. On a beaucoup de détails sur cette plaque avec des phares, des trappes et autres grillages, et j'adore ce type de moulure. L'absence de peinture ne me gêne pas du tout là-dessus, puisque ça reste dans l'esthétique de la gamme. Concernant le côté, on a les 8 roues ridiculement petites mais qui donnent une idée de la taille du mode alternatif. Pour être à l'échelle avec Optimus Siege ou Earthrise, il aurait dû être en fait Commander, au moins. On a des tailles de peinture avec de l'argenté, du gris, du bleu, du jaune et un peu de rouge qui rappellent les autocollants du jouet G1. Et on a aussi des pieds. On voit très clairement ici la pointe des pieds qui dépasse sur le côté. C'est G1, mais je me doute que certains n'aimeront pas. Mais je peux dire qu'en main, ça se remarque assez peu. Et c'est moins dérangeant que cet énorme trou à l'avant, qui rend assez mal si on veut prendre une photo qui rend le mode alternatif imposant. C'est dommage, mais ça vient de la transformation. Ajouter un panneau sous le panneau du dessus, qui aurait pu se déplier, aurait été peut-être trop compliqué à mettre en place, et aurait réduit le nombre d'accessoires. Justement, parlons des accessoires. On a déjà le missile qui complète chacun des 3 modes, et qui est composé de 2 parties, qu'on verra plus tard. Mais on a également une plus petite arme, 2 ensembles de missiles identiques, et un radar, enfin, un bloc noir avec une face peinte en gris et quelques détails moulés. On peut installer ces accessoires en divers points présents sur le véhicule, et voici la configuration officielle. J'aime assez peu le placement des missiles sur les côtés des bras, je préfère cette option avec les missiles sur les plaques derrière les pieds. C'est assez inutile de mettre des missiles ici, mais ça occupe la place et donne des détails supplémentaires à regarder. Et enfin on a ça, une plaque grise en 2 parties avec 2 supports noirs. Cette plaque sert dans tous les modes, mais sachez qu'à aucun moment elle n'est strictement nécessaire. C'est un ajout du parts forming de les transformations, mais on peut très bien laisser la pièce dans la boîte et faire comme si elle n'existait pas. C'est d'ailleurs ce que j'avais prévu de faire au départ. Comme les 2 seuls autres Leader Class Earthrise, cette pièce amovible a une connexion typique de la gamme, lui permettant de s'attacher à Omega, Ironworks, Hoist ou justement Astrotrain et Optimus.
Et dans ce mode, elle sert de plateforme arrière pour ajouter des tailles au seul angle dont je n'avais pas parlé. Enfin, je n'avais pas non plus parlé du dessous, mais c'est juste les ailes du mode vautour et le creux visible depuis l'avant. L'arrière possède donc deux emplacements 5 mm pour placer la plaque grise, qui sert alors de petite base pour les micromasters, avec les supports qui se déploient sur des ball joints un peu lâches pour préparer le lancement du missile. On a également des pegs sur les supports qui peuvent sans doute jouer un rôle dans une utilisation de cette pièce avec un ou deux Ironworks. On peut descendre la partie mobile de la plaque pour permettre au micromaster de monter, mais dans l'autre sens, ce qui permettrait de fermer la rampe lors d'un déplacement du véhicule, il y a un cran très gênant qui risque de défaire les deux pièces. Voici donc à peu près tout pour le mode alternatif de Double Dealer. On peut prendre l'un de ces deux Power Masters. Scar et Nox sont disponibles uniquement dans le pack Select Patrouille d'espionnage de Soundwave que j'ai déjà présenté sur ma chaîne, et le transformer. Si le jouet G1 nécessitait un Power Master, ou une pression des pièces qui bloquait la transformation, pour accéder à l'un de ces modes robots, celui-ci est évidemment autonome. Mais c'est toujours sympa, je trouve, de retourner la plaque pectorale sur le mode alternatif pour y passer le Power Master avant de commencer la transformation. Je dois juste vous prévenir, les deux Power Masters sont assez lâches dans le torse. C'est particulièrement gênant pendant la transformation puisqu'ils vont tomber sans arrêt. Les deux transformations commencent par la même étape, enlever les accessoires. Puisqu'il faut bien commencer quelque part, je choisis de commencer avec le mode robot Autobot. On commence par faire de la place en écartant les ailes grâce aux deux axes dont elles sont pourvues. On sépare ensuite les jambes, tenues entre elles solidement. Faites attention au picot de l'avant du véhicule, le mien a déjà une marque de stress légère mais inquiétante. Et un deuxième picot tient la cuisse à la plaque qui formera le talon. On a ainsi une sécurité en plus et un cran bien défini pour un mode alternatif qui tienne bien sur le sol. Je vous conseille ensuite de tourner les jambes avant de les déplier. Faire l'inverse poserait des problèmes d'espace entre les pièces. Une fois les jambes dépliées, on peut refermer les ailes. On peut également replier le bout des ailes pour libérer l'articulation du bassin. La plaque qui tenait le missile se rabat alors sur les ailes, ce qui les sécurise un peu plus. Les ailes sont sur des ratchets, mais ça reste bien de pouvoir les bloquer encore plus. Il n'y a plus qu'à transformer les bras et c'est très simple. On rabat les épaules au bon endroit et on déploie les bras au niveau des coudes pour finir par les mains. Plus qu'à accrocher le torse et c'est fini. Et Double Dealer est en mode Autobot. Je le trouve vraiment beau. Comme vous l'avez vu, contrairement aux autres leader class de la trilogie War for Cybertron, il ne vient pas avec une armure ou un ensemble de pièces ajoutées pour justifier le prix auquel il est vendu. Il n'a que quelques petits accessoires en plus de son inséparable missile, et ça fait qu'il est le leader class War for Cybertron le plus massif en apparence. Son mode robot est large et imposant avec ce torse énorme sur des jambes courtes qui donne une impression de puissance condensée. En bref, il paraît bien trop costaud pour un Autobot, mais il reste très beau et très géant. Enfin, pour compléter l'apparence géant, il faut juste lui rajouter son missile. Il se sépare en deux avec la partie avant qui va sur son épaule et la partie arrière dans sa main. Et là il devient trop impressionnant pour donner envie à Optimus de l'embaucher. Passons aux détails, la tête me paraissait bizarre au début mais je m'y suis fait. Elle est très bien faite avec ce visage bleu ciel qui porte une expression sévère, aidée par les yeux rouges. Je suis assez content que les yeux ne soient pas aussi grands que sur le jouet G1 d'ailleurs. Le torse formé par la plaque bleue dont je parlais en mode alternatif donne lui aussi assez bien. On a des tailles colorées qui rappellent les pièces de structure du jouet G1, comme le rouge sur les côtés ou le noir au centre. Ce dernier détail était en fait la pièce qui tenait la tête sur le robot sur le G1, et qui dépassait de la plaque pectorale. En dessous, on a quelques détails moulés qui rappellent le mode moteur de Nock. C'était en effet sa place sur le jouet G1, mais comme vous pouvez le voir, il ne peut pas aller ici sur cette version. Il peut donc aller dans le torse ici caché, ce qui n'est pas mal, mais un peu inutile puisqu'on n'y voit pas. Et pour les jambes, on a également un aspect très G1 avec ses tibias formés des côtés du mode alternatif. C'est un point assez unique parmi les G1 et un détail que j'aime beaucoup. Je lui enlève son canon sur l'épaule pour vous montrer les articulations. Contrairement à ce que sa stature pourrait laisser penser, il est très bien articulé. La tête est sur un ball joint qui permet quelques degrés d'inclinaison pour une rotation complète. Les bras ne sont presque pas limités avec des épaules qui bougent dans toutes les directions. Une rotation au-dessus des deux coudes, eux-mêmes utiles à la transformation et donc pouvant se replier complètement, et enfin un poignet articulé. On peut même utiliser l'axe de transformation pour lui faire baisser la main et pointer s'il tient une épée par exemple. Comme presque tous les War for Cybertron, le bassin peut tourner, et il n'est pas gêné si le bout des ailes a été replié pendant la transformation. C'est un détail d'ingénierie qui fait très plaisir, puisqu'ils auraient pu laisser les ailes en 2 pièces plutôt que 3, et bloquer le bassin en robot. Les jambes sont aussi très libres, pouvant aller vers l'avant et l'arrière sur de faibles ratchets et entièrement vers l'extérieur, ce qui n'était pas donné au vu de la carrure du robot. On peut tourner la cuisse en dessous de la hanche et tourner le tibia en dessous du genou qui ne plie pas à 90 degrés mais presque. L'articulation de la transformation sur le côté peut être utilisée elle aussi, mais c'est assez moche. Enfin, comme sur tout WFCT, les chevilles s'inclinent pour lui assurer la stabilité. Je n'ai d'ailleurs pas parlé des jambes autant que j'aurais dû. Vous avez sans doute remarqué les énormes creux sur les côtés dont on connaît l'existence depuis les premières images officielles. Au début, ces creux m'ont clairement enlevé l'envie de prendre Double Dealer.
mais maintenant je m'y suis fait, et en main je dois bien avouer que ça se voit presque pas. La plaque de arrière du mode véhicule peut s'attacher dans le dos de Double Dealer si vous voulez, c'est juste une façon d'utiliser une plaque qui aurait pu être inutile ailleurs. Avant de passer au mode vautour, il reste 2 points à aborder pour le mode Autobot. Le premier est un accessoire caché. En effet, si on détache la plaque du torse de sa position en robot, on s'aperçoit que la pièce grise censée représenter le keyball de moteur de Nock est en réalité noire avec de la peinture grise, contrairement aux autres pièces autour. C'est parce que cette pièce peut s'en aller. On peut détacher ce semblant de moteur qui tient sur un plaque 5 mm sur l'abdomen de Double Dealer pour le mettre sur un des Power Masters, ou n'importe quelle cassette si on en a envie. C'est une option que j'aime bien et qui se trouve plus utile en mode alternatif ou Decepticon. Mais en mode Autobot, j'avoue que ça n'est pas facilement utilisable. L'autre option est de faire du mode Autobot de Double Dealer un mode Decepticon. Vous avez peut-être remarqué ces articulations sur l'avant des épaules au-dessus des logos Autobot. Celles-ci servent à déplier un petit panneau caché sur l'épaule qui dévoile des logos Decepticon. Ce n'est pas géant et enlève un peu de singularité à Double Dealer, mais c'est une touche sympathique qui n'est pas mal faite et reste utilisable pour un Double Dealer dans le mode vautour et véhicule sont les modes alternatifs correspondant à la faction du mode robot. Au moins c'est une option en plus pour ceux qui ne veulent pas d'un simple vautour sur leur étagère Decepticon. Mais justement passons à ce mode Decepticon, il faudrait normalement mettre Scar dans le torse à présent, mais comme je l'ai dit plus tôt, il ne tient pas en place. On va commencer par transformer le haut du corps. Pour un fan mode que j'expliquerai après, j'aime laisser les panneaux de symboles Decepticon déployés entre leurs 2 positions officielles. On rentre les mains, on déclipse la plaque du torse et on ramène les épaules, ainsi que l'ensemble des roues, vers l'avant. On peut alors déployer les ailes et ouvrir la plaque violette qui se cache en dessous et qui révèle la tête alternative. On retourne l'ensemble des 2 têtes pour refermer la plaque qui devient dorsale. Concernant les bras, on les laisse dans l'alignement du robot pour ensuite les clipser sur la pièce verte derrière. On tire les roues vers l'extérieur pour dévoiler les pattes du vautour et sortir ses serres. Il faut alors replier les jambes avant de finir la partie haute. Mais ce n'est pas exactement la même transformation qu'en mode véhicule, il faut ici raccourcir le tout en ramenant la pièce du genou au fond de la pièce qui forme l'avant du véhicule. On doit clipser la plaque du talon sur le côté du corps et plus sur la cuisse qu'en mode alternatif. C'est une étape assez difficile à faire, donc si vous n'aimez pas, vous pouvez laisser l'arrière comme en mode véhicule. La pièce noire du genou doit se clipser à l'intérieur de la cuisse pour que le talon soit à la bonne place. Une fois que cette étape est faite, on peut ouvrir le cockpit pour placer le torse et le tenir en place. C'est une étape que je trouve assez étrange. La pièce qui tient ici en mode alternatif vient se clipser sur le support gris du torse du robot pour sécuriser encore plus cette pièce. Enfin, on referme les épaules pour avoir les pattes dans le bon sens, on repositionne les ailes et on tourne la tête avant de déplier le cou. Et je peux vous parler de ce petit fan mode qui consiste à ramener les plaques de logo Decepticon sur l'avant du mode vautour pour signifier que ce mode appartient bien à cette faction. Et nous avons ce mode Decepticon sous la forme d'un vautour assez imposant. Bien évidemment, la forme du vautour est un peu stylisée ici, pour pouvoir loger toutes les pièces des 2 autres modes. Mais on a les ailes, la tête et les pattes qui sont des pièces prévues seulement pour ce mode, et qui remplissent assez bien leur fonction. La tête est très bien faite je trouve, assez menaçante et avec de belles couleurs, notamment ce bleu qui rappelle le visage du mode Autobot, les yeux rouges et le bas du bec de la même couleur. On a d'ailleurs des dents moulées en haut, étrange pour un oiseau, et une langue en bas. Les ailes sont très jolies, de ce violet pâle qui apparaît surtout dans ce mode. On a pas mal de détails sur les ailes et je trouve que l'effet de plume mécanique passe très bien. La plaque dorsale a aussi quelques détails moulés, et plus loin en arrière, c'est assez creux et un peu moche. Mais si on veut l'utiliser, on peut accrocher la plaque grise au-dessus pour donner une queue au vautour, grâce aux pegs utilisés en mode robot. Au moins, ça cache un peu les trous. Les serres sont aussi bien faites, en un violet pâle, elles aussi. On a le creux du torse en robot visible en dessous. On pourrait y mettre Scar, mais comme je l'ai dit, ça tient pas du tout. Cependant, on peut venir ouvrir le vautour pour retourner le torse et le tenir avec la plaque du missile en véhicule. Au moins comme ça, Scar loge et ne tombera pas. Malheureusement, à cause du faux cockpit de l'autre côté, la plaque est un peu penchée et je ne trouve pas ça trop gênant si c'est pour avoir le Power Master au bon endroit. Niveau articulation, le mode Decepticon est bien plus limité que le mode Autobot, je comprends alors pourquoi on préférait avoir le robot parmi les Decepticons, et le vautour comme mode alternatif. La tête peut pivoter, mais l'axe est décentré pour que la tête loge dans le torse dans les 2 autres modes. Le cou est sur 2 axes pour lui permettre de regarder en haut et en bas, mais sans être très expressif. Heureusement que le pivot de la transformation est là pour qu'il regarde sur les côtés. Et enfin, le bec peut s'ouvrir. Beaucoup trop loin. J'ai déjà parlé des ratchets au niveau des ailes et des autres articulations pour les transformations. L'articulation du bout de l'aile permet de donner une courbure comme s'il battait vraiment avec. J'ai aussi déjà parlé de la plaque qui forme la queue, avec cette articulation libre vers le bas mais avec un cran vers le haut. En plus, comme ça, elle ne tient pas très bien. Et enfin, les pattes qui peuvent seulement aller vers l'avant avec les serres sur l'axe de transformation. En bref, ce mode est limité par ses articulations. Par contre, en termes de possibilités pour les accessoires, il est bien plus permissif.
Le missile peut être mis de manière G1, entre les jambes. Très amusant. Je pleure de rire. Vous êtes tous des gamins, surtout toi, KG. Je sais que tu regardes. Mais on a d'autres possibilités pour ce missile. Par exemple, on peut seulement mettre l'avant en mode G1 et mettre l'arrière sur le dos, de deux façons différentes. La première, c'est de le mettre sur la plaque de la queue. La deuxième, c'est de laisser la queue à cet endroit pour le missile, et clipser le missile sur le dos grâce au clips noir dont je n'avais pas encore parlé. On a d'ailleurs la possibilité de mettre le bout du missile ici. Et il y a sans doute d'autres possibilités que j'ai oubliées en écrivant la review. Pour les 4 autres accessoires, on peut mettre les missiles sur les côtés, là où je les avais mis en mode véhicule, et les 2 autres dans les mains. Mais comme j'ai dit, il y a plein de possibilités, et je suis loin de tout évoquer ici. Et je crois avoir tout dit sur Double Dealer, ou presque. Je n'ai pas parlé de la comparaison de taille. Et on va retourner en robot pour ça, puisque j'ai déjà comparé le mode véhicule avec Optimus Siege. Comme je l'ai dit, Double Dealer paraît massif en robot. Il est très large pour un personnage G1, mais niveau hauteur, on n'est pas au niveau des Leader Class d'il y a quelques années, c'est sûr. Il est en robot à peine plus haut qu'Optimus Siege, et donc également que Megatron. Mais à cause de la largeur de ses épaules, il semble bien plus massif que le chef Decepticon. En mode oiseau, il est évidemment plus petit, mais garde un bon volume. C'est là que la question arrive, comme pour Shockwave l'année dernière. Vaut-il son prix de Leader Class? Une question à laquelle je répondrai plus facilement est, vaut-il le prix de Voyager? Et la réponse est non. Comparez Double Dealer à Grapple ou même Snapdragon, lui aussi un triple changer. Double Dealer est plus large et un peu plus grand. Et surtout, il est plus articulé et a plus d'accessoires. Mais pour le prix d'un leader, je ne sais pas. Et je ne veux pas fermer la question. Bien que j'aime beaucoup Double Dealer et que pour moi la figurine vaille le prix demandé, il m'est impossible de déterminer s'il vaut effectivement le prix d'un leader class. Quand je compare avec les 2 autres leader class de la gamme, on a d'un côté Optimus, une figurine avoisinant la taille standard d'un Voyager mais avec une certaine complexité et une boîte simple mais pas trop à mon goût, et Astrotrain, un autre triple changer apparemment très lourd mais très petit, avec une boîte plus petite et beaucoup d'armes en plus. Donc le mot de la fin revient au futur acheteur. Êtes-vous prêt à dépenser le prix d'un leader class pour un personnage de la taille d'un Voyager class qui vaut plus qu'un Voyager class? Mais justement, quel est mon mot de la fin à moi? Eh bien, je recommande Double Dealer. Bien évidemment, j'aurais préféré que les 2 Power Masters soient inclus, surtout que le pack Select dans lequel ils viennent ne peut pas intéresser tout le monde. Mais Double Dealer en lui-même remplit bien son rôle, un mercenaire avec une forme pour chaque camp en plus d'un mode alternatif globalement réussi, des couleurs magnifiques, de grandes possibilités malgré les proportions et beaucoup d'accessoires. Je vous le conseille si vous aimez le personnage, les triple changers ou les gros robots. Merci à vous d'avoir regardé cette review, je suis désolé du délai qu'il y a eu entre ces Power Masters et lui, mais avec le 2e confinement et le Devastator December, j'ai eu quelques contretemps pour sortir la review plus tôt. J'espère quand même qu'elle vous aura plu, et que si vous voulez Double Dealer, il n'est pas trop tard pour le trouver. N'hésitez pas à faire un tour sur la chaîne proposée après et juste en dessous, ainsi que sur le forum. Venez également sur l'Arche pour toutes les nouveautés et discussions qui s'y passent. On se retrouve bientôt pour une prochaine vidéo. Stay there, fin de fin un jour, fin de fin toujours et salut. On peut donc aller dans le torse et s'y cacher